Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Awalas TV. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro Sans Frontières. On va bien évidemment avec nos invités ici sur le plateau, mais aussi en direct d'Algérie, revenir sur l'actualité du jour. Mais on parlera aussi sur ce mardi, un mardi 50 qui s'annonce encore haut et fort après le vendredi 31 janvier. Personne s'y attendait, mais ce sont encore des dizaines et des dizaines de milliers d'Algériens et d'Algériennes qui sont sortis dans les rues, toujours pour revendiquer la même chose. Tout d'abord, la libération de tous ces détenus d'opinion, des détenus politiques qui militent tout simplement dans la rue. Et puis aussi un état de droit, un changement du système. Qui l'aurait cru, la révolution algérienne qui donc célébrera, peut-être pas fêtera, mais en tout cas 1 an de mobilisation. Et on viendra aussi sur l'actualité, à commencer par Samir Bellarbi qui est acquitté. Mais je vous présente avant tout nos invités sur le plateau. Bienvenue à vous, Gamal Abina. Merci. Je vous en prie. Vous êtes entre autres mes cofondateurs de l'association pour la mémoire algérienne. En fin d'émission, donc on diffusera ce mini-documentaire de quelques minutes qui a été tourné en 2011 lors des 50 ans du 17 octobre 61. Vous pourrez en toucher 2 mots. On aura aussi au téléphone dans quelques instants Aïssa Ramoun qui est avocat, vice-présidente de la Ligue algérienne des droits de l'homme. On va revenir bien évidemment sur ces détenus qui malheureusement à chaque journée de mobilisation il y a des détenus comme ce jeune qui s'est fait arrêter vendredi dernier pour le port du drapeau à Mazir. Ça continue encore et encore, pas de changement de ce côté-là. Elias Djebali, ingénieur économiste financier, donc qui nous parlera et qui nous donnera son analyse puisque le président Tebboune a annoncé une aide de quelques 150 millions à la Tunisie. Je vais commencer donc par cette bonne nouvelle avant de vous donner la parole. Gamal Abina, Samir Bellarbi est acquitté. Le juge n'a pas suivi donc les réquisitions, les demandes du procureur, ce dernier, donc le procureur qui lui avait demandé 3 ans de prison ferme et 50 000 dinars d'amende contre le militant politique qui est enfermé maintenant depuis plusieurs semaines. On va regarder ces images signées Interline qui restent émouvantes. Les images devraient arriver. Voilà, vous aurez ces images dans quelques instants. C'est tout frais, hein. Ça a seulement quelques minutes et vous le savez, sur Awalas TV, on essaye de vous faire vivre au mieux le direct, le live. Et je rappelle que ce sont vos images, c'est grâce à vous. Et le but aussi, c'est de vous transmettre et de vous donner tout simplement la réalité du terrain, de ce qui se passe réellement en Algérie. Gamal Abina, bonjour une nouvelle fois, bienvenue à vous. Je rappelle, vous êtes cofondateur de l'Association pour la mémoire algérienne, mais aussi une association sur le droit. Le droit civique. Et vous êtes aussi dans la communication. La première question que je pose à tous mes invités, qu'est-ce que représente, comment vous pourriez définir cette révolution unique? Je sais que vous êtes donc d'origine algérienne, vous aimez ce pays. On va en parler tout à l'heure. Vous parlez de cette diaspora, de cette vraie leçon dans le cadre de la CAN. Comment vous pourriez parler de cette révolution, cette jeunesse? Déjà, la singularité de cette révolution, de cette jeunesse qui brille, parce qu'elle est brillante. Hein. Vraiment, je suis vraiment, vraiment impressionné parce que j'ai connu une jeunesse beaucoup plus triste dans les années 90. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils se sont affranchis de tous ces codes, tous ces interdits, tous ces oukases comme ça qui tombaient de l'État à chaque fois, où il fallait toujours dire la glorieuse révolution interdisait la critique du pouvoir, alors que le pouvoir n'est pas forcément légitime pour certains d'entre eux. Et ils sont arrivés, ils ne se sont pas posé de questions. Pourtant, il y a eu quand même des années 90, il y a eu 250 000 morts. Ils ont quand même pris le pavé, pour le coup. Ça a commencé à Khenchela. Et ils se sont montrés de façon extraordinaire comme étant disciplinés, ce qu'on n'attendait pas les Algériens, parce qu'il y avait beaucoup d'idées reçues sur les Algériens. Là, c'était balayé en braise. Ils se sont montrés surtout très structurés et très intelligents. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que l'Algérie a une maturation que peu de peuples peuvent nous envier aujourd'hui, hein, où ils ont été capables de conduire pratiquement 15-20 millions de personnes dans la rue de façon récurrente. Ça fait bientôt 1 an, puisque le 22 février prochain, on sera sur les 1 an. Et on a vu ça là-bas, mais pas seulement là-bas, on l'a vu aussi ici. Hein. J'ai participé à la première manifestation République, c'est pareil. Une grande discipline, de la propreté, on nettoyait après partir, pas eu de problème. En plein gilet jaune, je le rappelle quand même. C'est-à-dire qu'il y avait des tensions avec la police, mais là, il n'y a eu aucune tension. Pour vous donner une petite anecdote d'ailleurs de cette discipline qu'on retrouve beaucoup, c'est que les policiers, quand ils ont vu manifester, c'est les vacances pour eux. Ils buvaient tranquillement leur petite boisson. C'est vous dire un peu à quel point le sentiment que j'ai est très positif sur ce qui s'est passé et surtout ce qu'ils ont obtenu en si peu de temps.
si peu de temps. Et c'est vrai que vous soulignez un point fort, c'est que pendant ces manifestants, il y a eu très peu de policiers, de forces de l'ordre. Moi, j'ai fait plusieurs marches dans le cadre de ces, notamment le 1er novembre. Il y avait 2 voitures de police pour sécuriser, pour ouvrir le champ. Comment, selon vous, d'où vient il y a quelque chose qui a ébloui le monde entier. Ça a été une vraie leçon, ce pacifisme. C'est clair, parce qu'on a un pays qui a souffert 132 ans de barbarie. Parce qu'on ne le rappelle pas assez, la colonisation, c'est une barbarie absolue. On a vu Zemmour avec une sortie sur Bugeaud qui est intolérable. D'ailleurs, j'ai souvent eu l'occasion d'interpeller par d'autres médias Zemmour pour le confronter en combat singulier, mais il a peur apparemment, ce qui n'est pas étonnant. Il a célébré un Bugeaud qui a assassiné à peu près 1 million de personnes en rentrant en Algérie, un tiers de la population. Chiffres qui ne sont pas de la propagande algérienne, c'est les Français. Et ensuite, ça a duré tous les 10 ans des massacres, ça ne s'est jamais arrêté. Et on voit donc un peuple qui a souffert pendant 1 siècle et demi quasiment, et qui sort d'une révolution où il y a 1,5 million de martyrs. Donc c'est un peuple qui a été violenté. Ensuite, il y a la post-révolution où il y a eu aussi quelques violences. Et puis il y a les années 90. Donc à chaque fois, ça a été quasiment chaque décennie, on a connu des moments difficiles. Et on se rend compte que malgré tous ces traumatismes, parce que ce sont des traumatismes qui se cumulent les uns aux autres, cette douleur comme ça qu'on a enfermée, qu'on n'a pas voulu... La France ne reconnaît pas ses crimes. On voit bien qu'il y a des problèmes avec Macron. Il n'en demeure pas moins que le peuple algérien est resté digne. Et d'ailleurs, pas seulement ces jeunes, le peuple algérien dans son ensemble, parce qu'on se rend bien compte que quand l'Algérie arrête la guerre, par exemple, il n'y a pas de la haine de la France qu'on voudrait lui prêter. Quand l'Algérie sort dans les rues pour en finir avec un pouvoir qu'il considère comme étant illégitime, il n'y a pas la haine de la direction algérienne, il y a un ras-le-bol. C'est-à-dire qu'on est dans une posture qui est une posture de réflexion et de volonté de changement apaisée. Et ça, c'est quelque chose qui dit que c'est un peuple qui a une maturation incomparable. C'est pourquoi je parle beaucoup de peuples dans le monde. On a vu ce qui s'est passé en Irak, des centaines de morts quand même. On voit ce qui se passe dans la plupart des pays arabes quand il y a des manifestations, ça finit toujours dans un bain de sang, pas en Algérie. Là, pour une fois, les Algériens ont décidé qu'ils devaient prendre leur destin en main et de façon structurée. Et c'est en cela que je suis séduit par ce qui se passe, parce qu'effectivement, les Algériens ont démontré au monde entier qu'ils pouvaient faire sortir 20 millions de personnes, la moitié de la population, sans qu'il y ait moindre casse, moindre mort, moindre heurts. C'est quoi? C'est cette jeunesse 2.0. Je vais citer Benjamin Stora, historien qui maîtrise très bien l'histoire de l'Algérie. Il y va souvent. Il a énormément écrit. Cette conquête de l'état de droit ancienne ne peut exister que par des démarches de rupture. D'où cette radicalité de la société que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc à un moment donné, il faut cette rupture. Elle passera peut-être par cette jeunesse, cette révolution 2.0 et aussi cette nouvelle jeunesse qui n'a vécu malheureusement qu'avec le même président pendant 20 ans, mais qui n'a pas spécialement connu des périodes, comme vous le disiez tout à l'heure, noires. Alors moi, j'ai envie de dire qu'il n'a pas vécu avec 20 ans avec le même président. C'est un système qui était là. Le président, ça a duré 13 ans. Après, une fois qu'il a son attaque cérébrale, il n'est plus président. Effectivement, les 7 années après, c'est cette année un peu d'infamie en termes d'image. Je veux dire, l'Algérie est jeune. 70% de la population a moins de 30 ans, c'est pas rien. L'Algérie est formée, contrairement à l'idée reçue. Les universités algériennes ne sont pas nulles. Il y a des niveaux. Je veux dire, dans les lettres, ils sont peut-être moins bons que dans les sciences, mais ils sont excellents. Et les Algériens sont surtout très mûrs politiquement. C'est-à-dire que c'est quand même un pays... Il ne faut jamais le perdre de vue. En Afrique, c'est le seul pays où le tirage de la presse est à 3 millions d'exemplaires quotidiens. Parenthèse, vous dites mûr politiquement, mais certains ont parlé d'un pays apolitisé. Ça peut peut-être se comprendre aussi avec ce pouvoir qui malheureusement a bridé l'expression, a bridé l'organisation de partis, de mouvements. Dans les années 57-60, on avait le Parti du Peuple, le MNA, etc. Ces partis-là ont été fermés. Pour vous, ça reste un pays politisé? Alors, c'est un pays ultra politisé. Alors, qu'est-ce que je veux dire par politique? Ça ne veut pas dire champ politique partisan, c'est pas du tout ça. C'est conscience politique de la vie de la police, de la cité. C'est-à-dire que le peuple algérien a conscience des forces et des faiblesses. Il n'y a pas un Algérien qui vous parle qui n'est pas capable d'avoir une expression politique et une analyse vraiment assez pointue. Moi, le taxi qui m'a amené est algérien. Immédiatement, on a tout de suite une analyse assez pointue des réalités économiques, socio-économiques, culturelles, politiques, culturelles. C'est-à-dire que les Algériens sont parfaitement au fait de ce qu'ils ont chez eux parce qu'ils sont... comme on s'ennuie en Algérie, malheureusement, pour les raisons que vous connaissez, je veux dire, il n'y a pas infrastructures dans le loisir. Donc les Algériens sont très très férus de culture. On voit bien que le SILA, le Salon international du livre d'Alger, fait le plein année après année. Chaque année. C'est impressionnant. Il n'y a pas un pays au monde qui a de tels résultats en termes de fréquentation. Donc les Algériens sont mûrs politiquement dans le sens de l'approche politique noble du terme. Pas le caractère partisan, FLN, je ne sais quelle autre structure politique fantaisiste qu'on a construit. Non, c'est vraiment des gens qui ont une approche de la société. D'ailleurs, c'est cette maturité qui les a conduits à s'organiser. S'il n'y avait pas cette maturité, on partait directement dans des
des mouvements violents, surtout que ça fait 1 an quand même que ça dure. Et pour autant, ils ont su résister à certaines sirènes violentes qu'on a même entendues dans le pouvoir. Hein. Il y en a un qui est en prison aujourd'hui, il les mérite, hein, franchement. Quand il a dit qu'il fallait envoyer, je crois qu'il parle de la gendarmerie ou de la police, pour tuer le peuple, c'est gravissime, c'est un cadeau. Donc c'est en ça que le peuple est mûr politiquement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont organisés politiquement, c'est pas vrai, puisqu'on les a éteints pendant pratiquement 50 ans. Mais ils sont mûrs politiquement. Sur cette révolution, on vous a écouté notamment chez certains confrères. Je salue Akli Melouli qui est venu ici, qui vous a reçu il y a quelques mois. Vous parlez aussi, vous êtes étonné d'un retournement de veste de certains, je vais reprendre vos mots tout simplement. Soit certains étaient un peu fachos et ont retourné leur veste, ou soit des gens qui pensaient justement que ce peuple était plutôt incapable, un peuple arriéré, qui ne pouvait pas s'organiser et en arriver là aujourd'hui. Alors moi, je vais vous expliquer très rapidement. Je ne fais pas tellement cet exercice, mais bon, je suis obligé de le faire en tant qu'Algérien. Et je dis Algérien avant d'être d'origine, parce que d'origine, ça ne veut rien dire à mon sens. Quand un policier me contrôle, il ne voit pas d'origine. Lui, il voit un Algérien. Et ma première carte est algérienne, il faut être très clair. Mon père a combattu pour la Révolution. Mon grand-père... Grand militant, hein, votre père. Et mon grand-père est mort 6 mois avant la fin de la Révolution. C'est des gens qui étaient engagés en ne pensant pas gagner, mais l'ont fait avec le cœur, parce qu'ils voulaient que leurs enfants vivent. Voilà ce qui s'est passé. Donc, j'ai vu ces retournements, je ne sais pas si je dois donner les noms, de gens qui sont des enfants du système, qui osent aujourd'hui, et ça c'est vraiment intolérable, nous donner des leçons à nous, en tant que Maghrébins de la diaspora, parce que je suis né ici évidemment, nous expliquer que soi-disant on n'aurait jamais mis les pieds en Algérie. Ce que fait là, je n'ai pas connu apparemment. Nous expliquer que les Algériens sont des incapables. À l'extrême droite, ils n'ont pas fait semblant pendant des années de vomir sur le drapeau, pendant des années de dire que les Algériens sont des incapables, pour nous expliquer à chaque fois que nous étions les derniers des derniers. Moi, je ne supportais plus cette autoflagellation. On n'est pas chiite, il faut arrêter de délirer. Je veux dire, il y a des choses qui n'allaient pas, mais il y a des choses formidables en Algérie. L'entraide, quand vous avez un problème dans la rue, les Algériens ne vous crachent pas dessus. Donc, excusez-moi pour le terme, le fait est que ces opportunistes de la dernière heure, aujourd'hui, sortent du bois et nous font des manifestations, soi-disant, je ne vais pas parler de l'obscurantiste de Marseille, pour expliquer qu'aujourd'hui, c'est de grands Algériens. Ben, je suis désolé, hein, il y a des traces, il y a des écrits, il y a des vidéos qui attestent de leur retournement de veste. Et je ne vais pas trop taper fort, parce qu'il y en a quelques-uns qui se reconnaîtraient, dans certains métiers du corps médical. C'est quand même énorme de voir qu'ils ont composé pendant 30 ans avec le pouvoir et aujourd'hui prétendent nous expliquer ce qu'est le Hirak. Non, on ne peut pas accepter ça. Je vais revenir vers vous sur cette diaspora. Vous en faites partie. Vous dites clairement aussi que d'abord vous aimez ce pays, vous faites aussi la promotion de certains produits algériens, vous y croyez énormément. Et puis il y a cette excellence, cette diaspora. Pour vous, est-ce qu'elle peut apporter, est-ce qu'elle peut jouer aussi un rôle important dans l'évolution? On va parler aussi de certaines perspectives, parce qu'aujourd'hui, il en faut. Il y a cette révolution qui va continuer. Enfin, moi, j'en suis convaincu encore pendant des mois et des mois. Mais il va falloir passer à une autre étape suivante. Cette diaspora, pour vous, elle doit jouer un rôle indispensable. Alors déjà, la diaspora algérienne, ça constitue en gros, et j'aime bien faire des analogies, hein, c'est 20% de la population, c'est pas rien. C'est énorme. Un Algérien sur 5 est en dehors des frontières. Le pays qui nous bat en substance, c'est le Liban. 70% de la population en dehors. Quand on voit le Liban, même en crise, la diaspora apporte énormément à son pays parce que c'est des gens très riches dehors. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la diaspora algérienne est riche sur un plan financier. Ça, c'est pas visible parce qu'il n'y a pas de banque algérienne, évidemment, pour le vérifier. Est riche sur un plan intellectuel, scientifique, culturel, et est riche sur un plan démocratique. C'est-à-dire que nous avons la chance de vivre dans des États qui ont, pas forcément tous démocratiques, mais au moins de droit, et que ces réflexes qu'on a acquis nous permettent d'espérer donner des éléments de réponse et de solution à un pays qui a déjà de l'excellence. Je le précise, il n'y a pas un rapport diaspora meilleure, Algérie moins bon, c'est pas vrai. Parce que quand les Algériens sortent, ils sont excellents, donc c'est réglé. Mais il faut travailler un peu comme l'équipe nationale, de concert. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir de très bons joueurs dehors et de très bons joueurs dedans, et on est explosif. Et ben, c'est pareil pour la diaspora. On s'est coupé de la diaspora, et je prends l'exemple irakien de sa meilleure époque, hein, celle de 70. Quand les Irakiens ont fait appel à leur diaspora à l'étranger, le pays est parti d'un territoire rural, essentiellement rural, à un pays très industrialisé en moins de 10 ans. Imaginez l'Algérie, sachant que les infrastructures sont déjà là, qui fait appel à sa diaspora avec la nouvelle économie, avec l'Internet, apporter son concours à l'intérieur. Il n'y a pas un Algérien, même s'il reste dehors, qui ne participe pas à ça. Mais le problème, c'est que, malheureusement, et là je vais revenir sur l'ancien régime, hein, parce qu'on va l'appeler comme ça, hein, même s'il perdure quelque part, mais quand Yahya vient à Paris, il y a des paroles exécrables qu'il tient. Par exemple, il dit « ces gens sont médiocres ». Qui est-il, ce monsieur, pour dire que la diaspora est médiocre alors qu'il ne l'a même pas sélectionné? Ensuite, il nous promet une banque en 2017.
C'est une des demandes qu'on a fait depuis des années, c'est pas d'hier. Hein. Quand les Marocains et les Tunisiens, qui sont des pays moins riches, ont des banques, on se pose des questions. Jamais elle n'arrivera. Toutes ces raisons-là font que la diaspora, le billet à 600 €, pourquoi le billet à 600 € si ce n'est pas pour nous écarter du pays? Je veux dire, vous imaginez une famille de 4 enfants, 6 x 4, 24, 2400 € pour Et aller faire encore, un voyage. vous êtes gentil parce que cet été, ça battait des records. C'est Oui. ce que j'ai payé moi un peu en avance, mais il y a des familles qui ont dû payer des 800, 900 €. Objectif, couper la diaspora de l'Algérie. C'est que ça, hein, je ne vois pas autre chose. Parce que moi, quand j'y allais dans les années 80, ce n'était pas des prix pareils. On n'était pas dans... Là, on est vraiment dans le vol organisé. Donc tout cela pour vous dire qu'effectivement, je crois en la diaspora, je crois en l'Algérie de l'intérieur. J'ai envie de dire, cette combinaison de facteurs fera de ce pays le plus brillant d'Afrique parce qu'on a tout, objectivement, les éléments pour réussir. Pour rester sur cette diaspora, vous êtes cofondateur de Amal, qui est l'association pour la mémoire algérienne. Vous êtes rendu compte, et on sait effectivement, mais peu importe les commémorations, j'ai envie de dire combien c'est difficile de pérenniser les souvenirs, la mémoire des anciens, que ce soit l'armistice ou que ce soit une autre commémoration. Vous avez aussi souhaité créer cette association. Alors je fais le lien parce qu'il y a cette diaspora. Une diaspora qui peut s'éclater, qui peut sortir et fêter une Coupe d'Afrique des Nations. Mais on a aussi à l'inverse une diaspora qui va rester un peu en retrait, en timidité, notamment sur la place de la République, parce qu'on n'a pas ces jeunes générations qui, on a vu pendant des journées entières fêter ce beau parcours et cette belle victoire. Donc vous avez aussi créé cette association pour transmettre en fait. Bien, je vais être très clair. La diaspora algérienne telle que j'entends, il y a plusieurs diasporas. D'abord, il faut toujours situer. Il y a la diaspora de celle qui est arrivée dans les années 70 avec le regroupement familial. Celle-ci est une diaspora qui est arrivée greffée à la France avec l'espoir de devenir peut-être français, mais qui ne perdait pas son origine, parce qu'il y a toujours ces odeurs, ces sentiments d'être algérien qui sont restés. Donc cette diaspora-là, il y avait toujours le mythe du retour qui restait dans l'esprit. Ensuite, il y a celle qui est née dans les années 80, 90, 2000. Celle-là, c'est pas une diaspora dans le sens... l'attachement qu'ils ont à l'Algérie est un attachement qui est plutôt de réaction à un rejet de la France. La France leur a fait croire qu'ils pouvaient être français à part entière, mais on s'est bien compris qu'ils étaient à part des Français. Donc à partir de là, ils se sont dit, bon, on a quand même un symbole, on a quelque chose qui nous rattache à une fierté, on prend le drapeau algérien. Donc ça se résume à pas grand-chose, la diaspora algérienne des jeunes générations. Ils voient que le drapeau et le refus de la France qui déteste ce drapeau. Parce qu'il faut voir aussi les débats qu'il y a eu par rapport à la sortie du drapeau. Donc ce qui se passe, c'est que comme il y a plusieurs diasporas, plus celle de 90 qui est arrivée, tous les cadres qui sont arrivés et qui sont très très impliqués avec l'Algérie, le problème, c'est qu'il fallait conscientiser cette diaspora. Et nous, en faisant ce fameux film qu'on avait fait à l'époque pour le 17 octobre, pour les 50 ans des massacres du 17 octobre 61, on a fait un film format à l'américaine, donc de gros moyens, 5 000 € de budget, avec des affiches. On a tout fait pour populariser au moins ces 50 ans. Pourquoi? Parce qu'on voyait bien qu'avant, personne ne venait. Et ce qui se passe, c'est que ce jour-là, bon, il y avait plusieurs associations qui ont participé, on n'était pas seuls. Mais ce film avait été diffusé la veille sur Canal Algérie, j'avais présenté avec des amis, et il y avait Haklem Mevloudi d'ailleurs ce jour-là. Et ce jour-là, beaucoup de gens qui étaient totalement ignorants de ces faits ont été sensibilisés par une approche qui était très émotionnelle dans le film. On sent bien qu'il y a quelque chose. Et on a fait ce fameux lien entre le jeune de cité qui tend la main à l'Algérien militant. Et donc ce jour-là, on a eu 5000 personnes sur le pont. C'est la première fois depuis à peu près 40 ans qu'on ait autant de monde sur un pont pour célébrer cette histoire. On sait combien l'histoire algérienne est très polémiquée, elle est controversée notamment dans les bouquins. Aujourd'hui, dans certains bouquins, malheureusement, c'est un peu vieux pour moi, au collège ou encore au lycée. Ce débat, il est toujours difficile. On a eu des exemples de profs d'histoire ou de géopolitique où à un moment donné, dans la classe, c'était un peu frileux, un peu difficile à évoquer. Et il y a aussi l'homme politique qui quelque part, joue un rôle un peu particulier. Alors, Benjamin Stora, toujours pour le citer, dans le cadre d'une interview, la France pose un regard d'immobilisme absolu sur l'Algérie, concernant notamment sur cette révolution. Donc, et je crois que c'était Estrosi, où on a un homme politique qui s'était avancé dans le cadre de la Cannes sur des incidents qui avaient eu lieu. Estrosi, absolument, juste pour le drapeau, effectivement. Voilà, exactement, qui avait dénigré ce drapeau. Le rôle politique aussi dans cette transmission, dans cette image et dans cette relation entre la France et l'Algérie a un rôle à jouer. Il ne le joue peut-être pas. Ils jouent bien leur rôle, mais ils le jouent dans le mauvais sens. Il faut être très clair. C'est que le politique aujourd'hui, c'est qu'il a à peu près un cheptel d'1 million de rapatriés qui ont eu des enfants et qui ont la haine au cœur. Il faut être très clair. Pas tous, évidemment. Mais beaucoup sont partis avec la haine au cœur pour des raisons qu'on peut comprendre. Ils ont le sentiment d'avoir perdu leur pays. Ensuite, et surtout parce qu'il y a un dogmatisme avec 35% du Front National qui est maintenant crédité aux élections. On se dit on ne va pas trop toucher aux Algériens parce que les Algériens, ça pose problème.
Parce qu'on est là. Cette diaspora, ils sont originaires d'Algérie, enfin comme vous et moi, mais on est français. Donc il y a des élections là qui arrivent. Par exemple, on pouvait imaginer un Jean-Yves Le Drian ou un Emmanuel Macron s'exprimer, dénoncer ces arrestations. Enfin, c'est des choses qu'on répète un peu, mais alors que là, c'est effectivement, il y a eu un retrait, du silence, c'est trop fragile. Parce qu'il y a une peur, d'abord, parce qu'évidemment, dès que la France parle en Algérie, enfin, quel que soit ce que dit la France en bien ou mal, de toute façon, en tous les cas, ce sera mal pris. Parce que c'est quand même l'ancien colon. Mais au-delà de ça, le rapport qu'il y a entre... Parce qu'on parlait du passé à l'instant. Le rapport ça dépend. Macron, en mai 2017, parle de crimes contre l'humanité. Oui, mais là, il va pour les élections. Il veut gagner, donc il n'est pas bête. Ce qu'on dit toujours, c'est que le postulat de base d'un homme politique, s'il veut gagner ces élections, il faut qu'il aille en Algérie et qu'il en rajoute une couche. Sauf que il lance comme ça des miettes, puis après il recule. Macron, à la limite, il avait l'honnêteté de le faire, et il y a cru. Il faut être très clair, Macron n'est pas un enfant de la colonisation, n'est pas un enfant de l'OAS, contrairement à François Hollande, qui n'a pas eu le courage de ses opinions qu'il avait soi-disant promises la veille. Je rappelle sur le 17 octobre 61, il devait venir sur le pont après l'élection présidentielle pour dire que ça a été un massacre. Il a envoyé une petite note qu'il a donnée au comité d'organisation de façon très méprisante. Il ne s'est même pas déplacé. Une condamnation comme ça du bout des lèvres. Le problème de Macron, c'est qu'il n'est pas du tout dans ce délire-là. Il n'est ni raciste, ni dogmatique, ni enfant de la colonisation, ni rien de tout ça. Donc quand Macron s'aventure là-dessus, il espère effectivement que les tensions baissent. Mais le problème, c'est que les tensions ne baissent pas du côté algérien, puisque ça fait longtemps qu'ils ont baissé les tensions. Ça vient du côté français, c'est-à-dire que la classe politique de droite et l'extrême droite lui tombe immédiatement dessus pour leur rappeler à l'ordre. C'est ça le vrai problème. Ensuite, évidemment, la case Alger est très intéressante pour n'importe quel homme politique, on le sait. Je vais prendre au téléphone donc Aïssa Ramoun. Aïssa Ramoun, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Aïssa Ramoun. Vous êtes en direct d'Algérie. Vous êtes avocat, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Une réaction peut-être sur c'est tout chaud, c'est tout frais. Donc la libération de Samir Belarbi qui est donc acquitté. La libération de Samir Belarbi, la justice vient de rendre cette décision. Une décision tout à fait normale. Dans la mesure où les chefs d'inculpation ou le dossier, de la manière dont il a été fomenté de toutes pièces, ne représente aucun délit par rapport aux faits et dans le mécanisme d'application du code pénal. La justice a été elle-même dans les conditions les plus normales, et ça nous renseigne que l'arrestation et la mise en mandat de dépôt, plus de 4 mois de mandat de dépôt à l'encontre de l'activiste Samir Belarbi est une aberration par une décision arbitraire d'un commandement de l'état-major. Et en fin de compte, ça nous renseigne que l'arrestation de Samir Belarbi et les autres animateurs et activistes de la révolution du Hirak n'était qu'une instruction, qu'une injonction politique dans le fonctionnement de la justice. Est-ce que la justice s'est ressaisie? C'est la question qui se pose. On va attendre le reste des dossiers et des affaires intentées à d'autres activistes du Hirak. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à s'en réjouir parce qu'on le voit sorti et puis ému et puis retrouver les siens. Mais il faut rappeler effectivement que réellement, il n'y a pas de délit, je l'assume totalement. D'un côté, il y a une libération par le juge, mais d'un autre côté, les arrestations continuent. Khalti Baya, donc, qui est une hirakiste, qui fait partie du mouvement et qui a été donc kidnappée par la police place Audin, qui a été apparemment abandonnée sur l'autoroute de Zeralda, et qui, je le rappelle, est malade d'un cancer notamment. Je voudrais juste récupérer les propos de votre président, Nourdine Benissad, qui dit que les campagnes d'arrestation doivent cesser et l'ouverture du champ médiatique est impérative démocratique. Et puis on a une pensée aussi pour Moustapha Galma qui lui a été arrêté vendredi dernier. Donc d'un côté, il y a certaines comme ça libérations, mais de l'autre côté, les arrestations continuent, comme peut-être demain malheureusement. Oui, tout à fait. Et ça, c'est la preuve tangible que le centre de décision et la prise de décision politique échappent à la présidence de la République, échappent aux désignés de l'état-major de l'armée. D'une part, il y a un discours réconciliateur, un discours qui tend à rassembler le plus large possible autour d'une idée de la négociation
et des concertations politiques, et d'une autre part, des réactions violentes des forces de l'ordre, des arrestations, et on le remarque pratiquement chaque jour, des procès à l'encontre de blogueurs, d'activistes sur les réseaux sociaux ou sur les activistes sur le terrain. Donc le centre de décision politique n'étant pas connu en Algérie, le pouvoir réel n'étant pas connu en Algérie, on a en face de nous un pouvoir qui agit d'une manière aléatoire, et le chef de l'État actuellement, le désigné de l'état-major, ne peut pas prétendre avoir le pouvoir de négociation, le pouvoir politique de prise de décision. C'est pour cela le système algérien, le régime algérien, et ce depuis l'indépendance du pays, reste un régime opaque, reste un régime impénétrable, imperméable à toute volonté politique d'émancipation et d'ouverture. Comment vous appréhendez cette journée? On peut d'abord peut-être, selon vous, d'ores et déjà annoncer autant de monde et encore du monde, encore une jeunesse dans les rues, et c'est pour vous peut-être le seul moyen de faire tomber ou de faire avancer un peu cet état de droit que souhaite le peuple algérien? Tout à fait, le Hirak doit continuer, et le Hirak va continuer avec beaucoup plus de messages politiques clairs, avec des slogans clairs en fin de compte. On est dans le mois de la Révolution. Rappelez-vous qu'on est au mois de février, et la Révolution du sourire a été un certain 16 février 2019 à partir de Kharata. Donc j'attends à ce que demain, beaucoup de nos jeunes étudiants, ces braves étudiants qui défient les lois de la nature politique du régime algérien, vont être aussi présents, renforcés par des citoyens, renforcés par toutes les couches des citoyens algériens qui vont être présents, et seul et uniquement la pression populaire va faire tomber le régime algérien en général, et en particulier qu'il revoie ses calculs et ses options politiques qui n'arrangent pas le peuple algérien, soit sur le plan interne et sur le plan international. Est-ce que selon vous, on a Samir Belarbi aujourd'hui, mais est-ce que selon vous, Boumala, Karim Tabou, d'autres personnalités, enfin d'autres figures emblématiques des détenus, hein, mais il en a encore des dizaines, et on a bien évidemment une pensée pour eux, mais est-ce qu'on peut penser que le pouvoir algérien va donner l'ordre de libérer d'autres détenus comme Boumala ou encore Karim Tabou? Vous savez, on a en face de nous une justice qui applique à la lettre des injonctions politiques. Souvenez-vous que durant le procès des jeunes qui étaient accusés du port de l'emblème à Mazir, d'une part au tribunal de Sidi Mohamed, il y a eu condamnation, les condamnations sont tombées à l'encontre de ces jeunes, et juste à côté au tribunal de Bab el-Oued, ces jeunes étaient relaxés. Donc c'est une justice qui marche à double vitesse. Est-ce que le juge veut plaire aux décideurs politiques? C'est une question qui se pose. Est-ce que le juge veut se libérer du joug de l'exécutif et de la décision politique? C'est une autre question. C'est encore un défi pour la justice algérienne, dans le sens où, si elle veut se libérer, elle doit se pencher uniquement et seulement sur les lois de la République, sur les mécanismes du droit, et seulement le droit qui peut régler le problème de ces détenus. Maintenant, il est de facto que le chef d'inculpation de Fodel Boumala et Wahab Farsawi et Karim Tabou en particulier, et spécialement le cas de Louis Ahnoul, qui est aussi un cas édifiant, qui passe devant le tribunal militaire le 9 février, le 9 de ce mois 2020. Donc la justice est en face d'un défi et en face d'un exercice très important pour son histoire, pour son intégrité. Et là, je ne pourrais pas vous dire que les mêmes décisions vont être tombées, mais quand même, il faut rester optimiste quant à l'issue des procès des autres détenus.
Merci infiniment Aïssa Ramoun, et encore une fois je rends hommage à la Ligue algérienne des droits de l'homme car vous faites un boulot colossal pour dénoncer mais aussi pour informer. C'est un vrai travail d'investigation et malheureusement on ne sait pas tout. J'ai oublié de l'annoncer au départ, bien évidemment Smaïl Chertouk, souvent sur ce plateau, qui nous parlera tout à l'heure de fragmentation magnifique. Oui. Merci, bonjour. bienvenue Smaïl. Peut-être une réaction, Gamal Abina, sur ces détenus qui malheureusement en Algérie, on porte un drapeau, on s'exprime et puis on est enfermé en 2020, ça reste impensable. C'est impensable, ça arrive tout le temps avant, mais ça me rassure quelque part. Avant, ils ne les auraient jamais lâchés, là, ils commencent à les lâcher au compte-gouttes, malheureusement. Je pense que la tension est très forte. Sur le gouvernement parce qu'ils savent que de toute façon le peuple est dans la rue et s'ils n'agissent pas rapidement pour donner des vrais gages, de toute façon ils tomberont. Donc quoi qu'il arrive, même si ça sort au compte-gouttes, à l'époque c'était 20 ans de prison, là on voit que bon, c'est des mois, c'est pas normal, mais c'est un détournement d'attention sur l'histoire des drapeaux. Vous parlez de pression, donc pour vous il y a une réelle pression sur le pouvoir, sur ce président qui est en place, ce chef d'État. Il y a une réelle pression de la révolution. On a un président qui aujourd'hui réunit ses ministres pour parler de sécurité, pour parler d'éducation, qui reçoit hier le chef d'État tunisien. Mais pour vous, il y a une réelle pression tout de même. Oui, parce qu'ils ont tous le même discours. On ne peut pas se rater. Voilà. Donc maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir, ça ne veut pas dire qu'ils sont sincères, mais la pression, elle est là. Je veux dire, quand on a des millions de personnes dans la rue, on a beau faire intéressant, de toute façon, la peur, la vraie peur, le monde entier regarde, c'est le dérapage. Donc la pression, elle est là. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la révolution du sourire, c'est le sourire. Si ça passe aux larmes, là, ça va être catastrophique pour l'État. Un mot sur depuis le 12 décembre, donc ces élections ont eu lieu après avoir été après qu'il y ait eu un échec certainement d'ailleurs grâce à la rue, puisque Bouteflika s'est retiré. On a eu le 18 avril, on a eu le 4 juillet. Dans les grandes lignes, quel bilan vous faites d'Abdelmadjid Tebboune, le président, un peu, avec ces 39 ministres mis en place, avec ce dossier de la Constitution rapidement sur la table, avec des experts? Alors déjà, il y a une chose qui me choque. Alors, il y a les positifs et négatifs. On va commencer par ce qui ne va pas du tout. J'en veux vraiment au président Tebboune d'avoir commis, à mon sens, une erreur économique de parler du gaz de schiste. C'est-à-dire que c'est un signal très mauvais envoyé à la population, parce que s'il parle de gaz de schiste, c'est qu'il veut dire continuité dans l'exploitation des ressources gazières et pétrolières. L'alternative économique, c'est le travail, c'est pas le gaz. Donc ça, c'est une faute politique. Sans compter qu'aujourd'hui, le gaz de schiste, il est... Bon, oui, il est décrié. En termes oui, décrié, mais en termes d'environnement, la Grande-Bretagne n'en veut pas, la France n'en veut pas. Enfin... Son argument, c'est que les États-Unis le font. Le problème, c'est que c'est pas le bon élève. Donc, je pense qu'il ne faut pas prendre l'exemple des États-Unis. C'est Trump au pouvoir, c'est une destruction de la nature massive, donc c'est pas un bon argument. Donc ça, c'est le mauvais signal. Second signal qui est pas bon, c'est qu'effectivement, on a reconduit 60% de l'ancienne équipe bouteflikienne pour faire caricatural. Alors maintenant, le côté positif, c'est que le peuple a obtenu qu'on dégage Bouteflika du pouvoir parce que c'est indigne, qu'on dégage son frère, par exemple, qui est quand même quelqu'un de pas très sérieux, on peut le dire, à minima, et que quelques figures qui étaient très décriées soient écartées. Ça ne veut pas dire que les avancées sont significatives, mais ça veut dire qu'une révolution où il n'y a pas eu une seule violence, on obtient autant en si peu de temps, c'était inespéré, je le répète. C'est en ça que je dis j'ai un espoir et je pense que la pression est toujours présente et qu'elle ne risque pas de reculer, à mon sens. Maintenant, on verra, l'avenir on le dira et j'espère que j'en suis positif, quoi. Smaïl Chertouk, avec nous, la fragmentation magnifique. Oui, Gamal parlait d'un certain gaz qu'on va pas nommer. Moi, ma fragmentation aujourd'hui, je l'ai voulu magnifique. Est-ce que vous pensez, Chaban, qu'on peut relier physique et poésie, ou Gamal? Physique et poésie. Et poésie, on peut les relier d'après vous? Oui, alors les étoiles peut-être, le ciel, la nature. Exactement, entre autres. C'est l'exemple qui nous vient à l'esprit. Mais aujourd'hui, moi, je vais être terre à terre. Je vais plutôt parler de la terre et de la matière. Plus exactement des différents états de la matière. Et là, j'ai ma nouvelle question, mon autre question. C'est quoi les 3 états de la matière? Le gaz, l'eau et le liquide. Bravo. Ça, c'est la partie physique. Prof de physique, il y a très longtemps. Ah, exactement. Donc, pas prof, ouais, juste des cours. Je pense que le texte va parler à Gamal sur le sujet sur lequel vous avez fini votre propos, sur la partie poésie et écriture, et sur la partie physique. Donc là, avec les 3 états de la matière, on a passé à la partie physique, on va passer à la partie poétique. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de poétique dans un certain sujet là qui vient beaucoup dans les colonnes de notre actualité algérienne. C'est que la nature et le créateur, dans sa sagesse, veut que parfois le gaz soit prisonnier du solide
et qu'il n'y a que le liquide qui peut le libérer. Je trouve ça assez fantastique. Un peu comme si les éléments ne pouvaient se passer les uns des autres. Mais là, c'est d'une toute autre énergie que je veux parler. C'est celle d'un peuple. Une énergie coincée dans les lourdeurs historiques, bureaucratiques, et surtout dans un autoritarisme extrême qui empêche toute expression de liberté, tout développement durable de projets, tout épanouissement dans la durée. Ces énergies sont comme enfermées dans les sédiments que le pouvoir algérien n'a eu de cesse d'enterrer et de lester, et même d'isoler les unes des autres. Le Hirak, depuis 1 an, injecte dans les profondeurs de ce système des quantités titanesques de slogans, de mobilisation, d'engagement, de pas alignés, des flots ininterrompus de personnes dénonçant le système, ses agissements et ses exactions. Vous en parliez. Ce torrent pacifique de sincérité et de dévouement n'a de cesse de fracturer les pierres qui piègent les énergies positives et maintiennent les Algériens engoncés dans des formats datés. Ces systèmes corrompus annihilent les compétences, cassent les motivations et confisquent les avenirs. Cette fragmentation magnifique, donc, libère ainsi les Algériens, les fait remonter à la surface, les baigne de conscience politique et d'un air de liberté. Ainsi libres, ils peuvent s'adonner eux aussi à libérer d'autres Algériens pour ensemble élaborer un projet et échafauder l'Algérie de demain. Le soulèvement algérien réussit une équation complexe à plusieurs inconnus. Il a en effet ouvert 3 fronts successifs. Le front du Hirak, pur et dur, formé de ces marcheurs infatigables, inuisables, qui battent le pavé. On dit le pavé, mais au fait, c'est surtout du goudron en Algérie. Depuis près d'1 an, ils sont le carburant de cette révolution, son cœur battant, sa pépinière de talent et d'excellence politique. Un front politique avec ses initiatives politiques qui se développent, critiquées, probablement critiquables, imparfaites, n'en ont pas moins le mérite d'exister, de commencer à fédérer et de constituer des embryons de plateformes unitaires plus larges et plus consensuelles demain. Un 3e front, tout aussi important, sociétal, économique et culturel. Il est constitué par toutes ces personnes et actions qui préfigurent l'Algérie de demain. Artistes, économistes, sociologues, militants humanitaires et militants environnementaux. Ils sont l'embryon de la nouvelle Algérie, ces éclaireurs, ces pionniers. La révolution algérienne a donc bel et bien plusieurs dimensions. C'est la raison pour laquelle elle gagne du terrain, fascine le monde et l'emporte sur les oiseaux de malheur qui la disent lassée, pervertie ou finissante. C'est aussi ce qui la rend probablement plurielle et aussi, surtout, insaisissable. Un symbole de cette révolution, je voulais un symbole, j'en ai trouvé un, de cette révolution multiple visages, c'est la participation de l'Algérie à un événement, moi, qui me tient beaucoup à cœur, ce 30 janvier, ça s'appelle la Nuit des idées, je ne sais pas si vous connaissez, un événement mondial piloté en Algérie par l'Institut français d'Algérie. Ce sont des débats, des conférences, des expositions qui ont lieu simultanément dans 70 pays dans le monde. Cette année, le thème était « Être vivant », au sens s'engager, agir, donner du sens à ses actes et à son existence. Donner du sens aux actions et de la résonance aux revendications, c'est précisément ce que fait le Hirak en libérant les énergies du peuple algérien coincé dans la roche d'un système fossilisé, même s'il ne cesse de s'agiter. Ainsi naîtra l'Algérie et jaillira la liberté sans gâcher l'eau des enfants, ni faire trembler la terre sous leurs pieds. Pour rester sur l'analogie avec un certain sujet. Merci Ismaël Chertouk, comme à chaque fois un très beau papier. Des personnes et actions qui préfigurent l'Algérie de demain, ces artistes, ces économistes, ces sociologues. C'est vrai qu'en Algérie, on a des pépites. Et à revendre, hein. Quand on sait que l'inventeur de l'IRM est algérien, quand on sait qu'il y a tout un tas de grands chercheurs scientifiques qui ont créé des choses incroyables en Europe et qui ne sont pas reconnus pour ce qu'ils sont au départ algériens. Mais oui, à revendre, on a vraiment des qualités extraordinaires à l'extérieur. Comment vous voyez maintenant la suite ? Alors on l'a compris, cette révolution va continuer, mais à un moment donné, c'est vrai qu'on n'a pas spécialement de parti. Il y a des collectifs, d'ailleurs comme le vôtre, parce que indirectement, voilà, la mémoire algérienne, c'est aussi un peu de transmettre, de garder ce qui se passe aujourd'hui, de le transmettre dans 20, 30, 40 ans. Mais selon vous, quelles seraient maintenant les étapes, aussi bien peut-être en Algérie aujourd'hui? Il faut s'organiser autrement, Moi, je pense que ce qui manque à l'Algérie au niveau populaire, je parle pas au niveau politique, c'est la jonction entre la diaspora et l'intérieur. C'est ce qui malheureusement fait défaut. Alors, c'est notre défaut, il faut être très clair. Hein. On n'est pas assez présent. Et parce que je pense que le laboratoire d'idées, il existe en Algérie, mais l'addition de ce sel d'idées qui viendrait d'Europe et du reste du monde d'ailleurs,
pourrait permettre de relancer des processus. Je prends un exemple tout bête, par exemple, on a des blocages en termes économiques, il n'y a pas de banque. On a des blocages en termes culturels, il n'y a pas de cinéma en Algérie, c'est tout bête, hein. Il n'y a pas de cinéma, donc vous faites un film, il n'est pas diffusé, tout simplement. Et toutes ces questions-là, on les a évoquées ici au sein de la diaspora, sur plusieurs rencontres avec la ville de Paris, par exemple. Et à chaque fois, c'est les mêmes questions qui reviennent et les réponses n'arrivent pas. Et il faudrait créer peut-être un groupe de pression, comme une forme de pétition comme ça, de vrais pétitionnaires qui revendiquent, parce que maintenant l'Algérie n'a plus peur. La volonté d'avoir tel ou tel élément de réponse sur un plan scientifique, culturel, même universitaire, je veux dire, les universités elles existent, elles ne sont pas ridicules. Sauf qu'il faut travailler avec les chercheurs étrangers. On n'a pas ces connexions avec les chercheurs algériens qui sont à l'étranger, qui sont très bons. Qui sait qu'il y a 300, par exemple, 300 Algériens qui travaillent au MIT ou qui travaillent à la Silicon Valley? Qui le sait? Personne. Parce qu'on n'est pas recensé. Ce qui pose problème en Algérie, c'est qu'il n'y a pas de statistiques sérieuses, parce que l'État algérien vit sur le pétrole. Oui, c'est ça, mais c'est lié aussi à cet État qui ferme la culture. Oui. Limite, il n'y a pas de recensement. Enfin, je trouve que c'est un tout. Je vais vous raconter une petite news, vous allez voir, c'est extraordinaire. Vous allez voir un peu le niveau de stupidité, j'utilise le terme à dessein, de certains politiques algériens. On a eu à Paris l'ancienne ministre de la Culture, qui a changé 2 fois de nom d'ailleurs, Khalida Toumi, qui est venue en 61, donc pour le 17 octobre 61, à l'UNESCO. Oui. Elle a rencontré des membres de mon équipe. Vous savez ce qu'elle a dit, cette femme qui est soi-disant formée intellectuellement. Elle a dit oui, on veut faire un film sur l'émir Abdelkader. Je dis ouais, très bien. Et vous faites quoi pour nous aider? Parce que nous, on a autofinancé notre film, hein. On n'a pas été financé par l'Algérie. 5 000 €, c'est notre poche. Et le tissu associatif algérien. Elle dit oui, il faudra un film pour les 50 ans de la libération de l'Algérie, 62. Donc elle voulait faire ça pour 2012. Elle dit, mais vous n'êtes pas sérieuse, vous voulez faire un film sur l'émir Abdelkader en 6 mois? Et elle a dit, bah oui, on peut essayer. Donc, alors ça, malheureusement, pour le coup, moi qui connais des producteurs, etc., c'est une tendance en Algérie. Hein. On s'y prend à la dernière minute, on fait des choses parfois... C'est une tendance pour tout le monde, mais le problème, c'est pas ça. C'est quand on est un peu sérieux. Il suffit de regarder sur Internet 2 minutes comment on produit un film, c'est pas difficile. Oui, la pré-production, production, fabrication et post-production. Quand on sait ça, rien que le recrutement des acteurs, ça prend du temps. Rien que l'écriture demande énormément de temps. Et l'écriture. Et elle nous demande ça, et elle a fini par faire quoi? Par donner l'argent à, soi-disant, un producteur, je sais pas qui, américain, qui a volé l'argent, parce qu'il faut appeler ça un vol, hein. Je veux dire, il n'a pas fait le travail. Au lieu de le donner à des Algériens qui ont déjà fait un travail, qui auraient pu aller jusqu'au bout de cette démarche. Du talent. Et qui ont un peu de talent quand même, malgré tout, même si on ne se vante pas, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des qualités. On avait des gens extraordinaires avec nous, on avait un photographe formidable, enfin, on avait ce qu'il fallait pour faire le travail. Eh bien non, madame a préféré le donner à des Américains. Bilan des courses, jamais eu de film, évidemment. Bilan des courses, elle a coupé une initiative qu'on avait en tête, hein, parce que l'émir Abdelkader, ça fait longtemps qu'on rêve de voir un film qui met cette figure historique, 17 ans de résistance en avant. Eh ben non. Madame la compétente qui dort en prison avec le Harash, c'est sa place à mon sens, ça s'appelle une incapable notoire. Et je ne peux pas lui pardonner un crime économique comme ça, parce qu'on y perd à chaque fois. Une réaction peut-être sur cette suite à mener aussi, vous qui êtes chez nous éditorialiste, mais qui faites partie aussi de cette diaspora. Oui. Moi, il y a un élément qui me tient à cœur que je ne voudrais pas qu'on oublie, c'est que il ne faut pas affaiblir cette révolution en lui enjoignant à chaque moment cette espèce de questionnement à quel moment elle va aboutir. En fait, on est dans un processus, dans une tectonique très très continue. C'est ça qu'il ne faut pas rechercher forcément une espèce de point de basculement phénoménal où du jour au lendemain on va conquérir quelque chose. Sa force est dans cette continuité, dans le fait de gagner du terrain tous les jours et de consolider les positions et d'avancer encore et encore. Et moi, je trouve, pourquoi je parlais de ces 3 dimensions-là tout à l'heure, je crois que les 3 doivent avancer. Et je vous rejoins sur un point extrêmement important, les diasporas avancent énormément, font beaucoup de choses, mais je trouve qu'il n'y a pas assez, effectivement, il n'y a pas assez de connexion entre ce qui se passe dans le pays et les diasporas. Et du coup, tout ce côté hybride qu'ont les Algériens de l'étranger, ils sont extrêmement hybrides, ils sont scientifiques, ils sont connectés à l'Algérie, ils sont mondialistes, ils sont engagés. L'Algérie n'en profite pas assez ou ne le sait pas assez. Donc on devrait vraiment travailler ce lobbying de l'intérieur de façon très très forte. Je suis d'accord. Lias Djebali, bonjour Lias. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Malheureusement, d'abord merci pour votre fidélité. Il nous reste très très peu de temps, mais au moins en 3 minutes, 2 minutes 30 chrono, une réaction. Tout simplement, le chef de l'État qui annonce donc un dépôt de 150 millions de dollars dans la banque centrale tunisienne. Est-ce qu'on peut aider aujourd'hui les autres alors, sachant que notamment il y a une défaillance du système de santé. Vous parlez des femmes enceintes sur votre page Facebook. Est-ce que l'Algérie peut aider les autres aujourd'hui?
Oui, franchement, mais j'étais effaré. Franchement, quand j'ai vu qu'il y avait un dépôt de 150 milliards de dollars dans la banque centrale de Tunisie, j'ai voulu relire le chiffre, 150 millions de dollars. Or, nous contribuons à l'économie de la Tunisie. Nous contribuons parce que une majorité importante du peuple algérien se soigne dans les cliniques et les hôpitaux privés de Tunisie. Donc, on contribue à l'enrichissement de leur économie. Et secondo, le tourisme, c'est-à-dire une contribution financière sur le plan touristique et sur le plan sanitaire. Et je peux vous dire que le PNB de la Tunisie, il est beaucoup plus important que celui de l'Algérie. Est-ce que c'est le moment de faire un dépôt de 150 millions de dollars pour la Tunisie? La Tunisie, c'est un pays voisin, c'est la Tunisie sœur, c'est la profondeur stratégique de l'Algérie, certes, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Il y a d'autres chats à fouetter. On a un système de santé défaillant. Notre système social est quasiment à la ramasse. On a des retraites. On impose l'impôt sur le revenu global pour nos 3,5 millions de retraités et on nous dit, on se permet pour un éclat comme ça médiatique pour dire, voilà, nous avons déposé, nous sommes en train d'aider la Tunisie pour 150 millions de dollars. Non. Il faut d'abord s'occuper de l'Algérie. On est dans une phase un peu critique. Après, oui, on verra. Générosité. Merci Ilyas Djebali, ingénieur économiste financier. Je vous reprendrai dans quelques jours pour le prochain numéro. On est pris par le temps, mais merci en tout cas d'avoir été avec nous. Aïssa Ramoun, merci d'avoir été aussi avec nous, avocat, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Smaïl Chertouk, bravo pour cet édito. Et puis merci infiniment à notre invité aujourd'hui, Gamal Abina. Je vous invite vraiment à aller sur les réseaux sociaux à Amal, l'association pour la mémoire algérienne. Merci Mahmoud et ton équipe. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Sans frontières sur Aouras TV.